bioéthique. Bon, je pense que chacun peut se présenter pour qu'on puisse faire. Moi, je suis presque en troisième année. J'ai commencé en 2019. J'avais une dame qui chantait dans le restaurant. J'ai fait l'académie 2019, 20 et puis 7 ans. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis expert auprès de la CVJM. Expert national auprès de la CVJM. C'est approuvant. Bonsoir. J'ai un DSS en éthique politique, obtenu à l'Université de Toulouse, capitale. Ok, chirurgien. Ok. D'accord. C'est bon, on peut commencer. C'est un peu lent. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, les cours de bioéthique, vraiment, c'est aujourd'hui une discipline qui est en train de faire au regard de l'évolution même du monde. Bonsoir, professeur. Oui, Professeur, on vous reçoit mal, hein? je vous entends, je vous reçois très mal ici, là. Ah, nous aussi, on vous reçoit mal, professeur. Ah, peut-être que on va amener le micro, là. Non, bon. Et au parleur. Bonsoir. Okay. Voilà, quelqu'un peut parler, voir si le micro est bon. Bonsoir. Voilà, c'est bon. No, van fɛn kun diyara n ye dɛ. Maintenant, c'est bon? Mais an bɛ nin kɛ waati o y'a sɔrɔ an tilara, on avait décidé tout, on avait tout planifié, o y'a sɔrɔ ninnu kɔni ma kɛ fɔlɔ. E taale kaye de. Allô? Cousine dɔ de bɛ yen nɔ wa i ne kun an m'o yɔrɔ la quoi. Vous avez votre micro. Allô? An kun cousine dɔ ka yɔrɔ la quoi. Donc o ka villa kɔnɔ. Moussa Traoré, votre micro. Allô? Oui. Vous entendez? Allô? 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 C'est toi?
Oui, on vous reçoit, mais le problème est qu'il y a trop de micros ouverts, quoi. Il y a trop de micros. Voilà, connecté. Voilà, maintenant c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, professeur. Oui, ça va. D'accord. Donc maintenant, on continue. C'est bon? D'accord. Donc maintenant, voilà, je disais tantôt que voilà, la bioéthique est vraiment une discipline d'évoluer vraiment. Maintenant, dans la démarche méthodologique, on va d'abord chercher à penser qu'est-ce que l'éthique. Parce que l'éthique est déjà née avant la bioéthique. La bioéthique est très récente. Et nous allons voir comment Alors, professeur, oui. je pense que vous êtes un peu loin du micro, donc nous, on ne vous reçoit pas bien. Le son est bon, mais on ne reçoit pas bien le son, quoi. Vous êtes loin du micro. Je pense que c'est bon maintenant quand même. Voilà, on reçoit. Voilà. Le micro était un peu éloigné. Voilà. Donc, dans ça, il va falloir qu'on fasse, c'est-à-dire deux séances sur l'éthique, qui est discipline connexe, son champ d'action et son rapport avec la bioéthique. Ensuite, tu vas directement les modules de bioéthique. À ce sens, on ne peut pas faire la bioéthique directement. Voilà. On se suit. Maintenant, bon, je pense que la méthode utilisée, c'est une méthode participative. Chacun peut se prononcer sur, voilà, sur le cours et poser des questions maintenant quand il veut. Voilà. Et les questions aussi sont ouvertes à tout le monde et puis vous pouvez poser des questions quand vous voulez. Donc, là, nous allons voir les différentes définitions de l'éthique. Qu'est-ce que l'éthique? Donc, généralement, les gens pensent que quand on parle d'éthique, on parle de morale. Nous allons voir que l'éthique n'est pas forcément la morale. La morale fait partie de l'éthique. Ceci, c'est un terme qui est très courant. Beaucoup de gens disent que non, c'est la morale. C'est pas la morale. L'éthique est plutôt la science de la morale. Dans l'éthique, vous avez la morale. Mais la morale n'est pas l'éthique. L'éthique dépasse la morale. C'est une science transversale et qui agit presque dans tous les domaines du monde. Vous ne pouvez pas trouver un domaine dans le monde où on n'entend pas d'éthique. Ça n'existe pas. S'il s'agit dans le domaine corporatiste, on va parler de la déontologie. Quand on va parler, par exemple, dans le domaine de richesse,
ça revient encore l'éthique. Quand on va parler dans le domaine social, ça revient encore et ça fait allusion à. Est-ce qu'on se voit? Donc, dans n'importe quel domaine de la vie, on parle de. Maintenant, l'éthique, on peut la définir comme étant la science de la morale. La science de la morale. Ethos, ça veut dire science. Et ethicus, ça veut dire moral. Donc, c'est lieu de vie, habitude, mœurs, caractère. Parce que quand on parle de l'éthique, il faut parler forcément de certaines choses. Le lieu de vie peut être là où nous vivons, ça peut être là où nous travaillons, ça peut être une vie qui est communautaire, sociale, voilà. Et dans ça, il y a l'éthique individuelle de celui qui guide tout un chacun. Souvent, nous sommes guidés par notre propre éthique, qui n'est pas forcément la déontologie, qui n'est pas forcément notre éthique professionnelle, qui nous guide tout un chacun. Est-ce qu'on se suit? Voilà. Donc, dans ça, l'éthique est considérée comme aussi une pratique philosophique, une action philosophique, une discipline philosophique. Ceux qui ont un peu fait l'Institut de sciences sociales savent que dans l'éthique, il y a plusieurs philosophes qui sont commencés dans l'éthique. Depuis le 5e, 4e siècle, à commencer d'abord par Aristote, le truc là, le Pythagore, en ont fait vraiment une discipline. Très, très, très important. Ensuite, après la philosophie des Lumières, nous verrons des gens comme Kant, Immanuel Kant, beaucoup de sociologues qui sont prononcés, Émile Durkheim, Élie Diderot, qui est philosophe aussi, ainsi de suite. Donc, l'éthique a commencé à évoluer. D'accord, aujourd'hui. Donc maintenant, dans ça, on peut aussi définir comme étant un ensemble de conceptions morales de quelqu'un. C'est pourquoi vous verrez que dans beaucoup de services, il y a tout un processus. C'est là qui régit l'organisation, le fonctionnement de service, le fonctionnement de l'organisation. Donc, on va commencer par donc, maintenant, sur le plan littéraire, quand on définit quelque chose, la référence en face de Robert. Quelle est la faute du point de vue des littéraires là-dessus? Donc, dans ça, le dictionnaire Robert définit comme étant ensemble de valeurs, des règles morales propres à un milieu, une culture. L'éthique se manifeste sous 3 axes. Le premier axe, c'est un milieu de la société. On parle de la culture. Ici, il faut comprendre que l'éthique ici n'est pas, c'est-à-dire une discipline qui est figée, qui est standard. Pourquoi? Parce que on a plusieurs cultures, on a plusieurs ethnies. Chacune de ces ethnies-là ont leur éthique. Est-ce qu'on se voit? Voilà, chacune de ces ethnies-là ont leur éthique. Ce n'est pas forcément qu'on dit que voilà, une éthique est là, c'est valable pour les deux. Pareil ici, pour les deux mots et pour les deux. Non, ce n'est pas ça. Il y a certains types d'éthiques qui sont propres à une culture, propres à une communauté, propres à un groupe. Ce qui fait que, ici, l'éthique se manifeste sous plusieurs angles, selon le dictionnaire européen. Or, ça, c'est vrai. Donc, selon le Larousse, c'est l'ensemble des règles du conduite. Effectivement, c'est aussi un ensemble de règles du conduite. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la déontologie, c'est une conduite qui est là, qui est édictée aux agents.
oui, c'est toute une norme qui est là, que l'on dit aux agents. L'agent est contraint à se comporter dans ce cadre-là. Si l'agent sort de ce cadre-là, alors on va dire qu'il est en porte-à-faux avec sa propre déontologie, ce qui sous-entend qu'il est ignorant. Et ça remet même en cause ta propre compétence. Ça remet en cause ta compétence. Donc, ici, on peut considérer comme étant un principe de la moralité. Donc, l'éthique est définie comme étant l'ensemble des normes fondées par ce qui est juste relativement au comportement des êtres humains et le développement des cerveaux, afin de réviser constamment ce que le président est bien. Donc, quand on parle de l'éthique, on parle de comportement. L'éthique n'est pas seulement une science abstraite qui est là, mais ça se manifeste à travers le comportement des sujets. Toute personne qui existe est le reflet au début. On a parlé du milieu, le groupe, la culture. Donc, ce qui fait que c'est devenu, c'est une science qui est abstraite, mais la pratique la rend pragmatique. Puisque aujourd'hui, il est très facile de juger quelqu'un à travers son comportement. Quand vous vous rendez par exemple dans une et que vous verrez que telle personne a fait directement vous mettez les recherches. Donc, directement, vous qualifiez la personne. Alors que l'éthique, on ne la voit pas, mais le comportement de la personne, voilà, reflète directement l'éthique qui est là. Ce qui fait que c'est très facile de juger quelqu'un dans ses pratiques, dans sa conduite humaine, sociale, professionnelle. Maintenant, voici un peu la différence entre la morale, l'éthique et la éthique. Tous ceux qui disent que la morale, c'est l'éthique, l'éthique, c'est la morale, ce n'est pas le même. La morale est une discipline de l'éthique. L'éthique est une science globale qui englobe le droit et la morale, l'éthique, et la déontologie et les règles. Donc, dans la morale, on a ensemble des normes, de règles de conduite propres à une société donnée. Par exemple, dans chaque société, il y a une morale qui est là. Par exemple, dans telle société, on va dire que l'excision n'est pas interdite. C'est une morale qui est en rapport avec les us et les coutumes et les traditions. Mais vous partez dans d'autres trucs, vous allez vous apercevoir que là-bas, les gens ne connaissent pas. Par exemple, chez les douaniers, ils ne connaissent même pas. Donc, ici, la morale est en rapport avec la société. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle la morale individuelle. Toute personne a une morale. Souvent, vous êtes devant quelqu'un qui a compris non, la morale. Bonsoir, professeur. Oui. Vraiment, excusez pour le dérangement. Et si vous asseyez, nous allons entendre un peu quoi. Ah, ok. Voilà, excusez. Hein. Oui, je vois. Comment je suis tellement habitué à. Ah oui. À me lever. Oui, on comprend. D'accord. Je vais faire l'effort. Voilà, excusez. Hein. Oh, ce n'est pas un problème. Donc, voilà. Ce qui fait que la morale, quant à elle, elle a plutôt une dimension tantôt collective et individuelle. Voilà. Vous allez trouver que souvent, il y a des morales que vous inculquez vous-même, vous forgez ça. Souvent, il y a des morales que vous prenez chez d'autres personnes. Alors, vous collaborez avec une personne, le comportement qu'il a là-bas, même si vous ne le dites pas, intérieurement, vous êtes fasciné, séduit par ce type de comportement qu'il a. Vous l'essayez de l'adopter. Ça fait partie aussi de la morale. Maintenant, quant à l'éthique, c'est l'ordre du questionnement sur les grands principes de vie. Oblige à faire des choix et à savoir les exécuter. Ne se limite pas à l'application des lois. Vous savez, dans l'éthique est une discipline qui se pose plusieurs questions.
série de questions. Si je fais ça, est-ce que c'est bon? Si je ne fais pas ça, la réponse est quoi? Donc, cette série de questionnements pousse l'être humain à prendre une décision face à des conflits ou à des intérêts en jeu. Par exemple, en bioéthique, nous allons voir le cas d'un médecin, par exemple, qui se trouve entre 2, 3, 4 problèmes où il doit choisir une solution propre pour lui et propre pour son bien-être. Voilà. Maintenant, quant à la déontologie, c'est l'ensemble des règles de conduite des membres d'une profession. Vous avez la déontologie des magistrats, la déontologie des médecins, bref, la déontologie de toutes les corporations. Donc, c'est une forme d'éthique et de morale qui est propre à une profession bien déterminée. Donc, l'éthique des forces armées n'est pas l'éthique, par exemple, du cas des magistrats. Voilà. Donc, ce qui fait que souvent, les gens peuvent accuser certains agents de tel corps pour dire qu'ils font ceci, font cela, quand bien même qu'ils sont en droit de le faire, parce que ça fait partie de leur éthique et de la déontologie. Donc, souvent, il y a aussi ces trucs. Maintenant, ce qui concerne les règles de conduite, c'est ce qui est universellement valable. Par exemple, les règles de conduite, si on dit que c'est universellement valable, ça veut dire que ce qui est valable ici demeure aussi valable aux États-Unis, Danemark jusqu'au Paraguay, ainsi de suite. Donc, c'est comme des normes qui sont presque standards dans la conduite humaine. Donc, voici un peu les 4 définitions qui sont en rapport avec l'éthique. Si vous avez des questions, on peut les répondre. Bonsoir. Oui. C'est pas pour une question, mais je ne sais pas si l'écran est en mode diapositive. Comme je En mode diapo. Ouais, je ne sais pas si c'est en mode diapo, je ne suis pas sûr, mais bon, vous pouvez vérifier ça. Oui, je vois. Voilà. Je vais l'amener tout de suite là. Voilà, ok. Apparemment, c'est l'autre truc là qui ne marche pas. C'est bon maintenant, non? C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Voilà. D'accord. Maintenant, bon, on continue maintenant la bioéthique. La bioéthique. La bioéthique est une partie de l'éthique qui est apparue en tant que champ ou discipline nouvelle dans le courant des années 60. Non, ça lâche. Ça a lâché encore? Ça lâche. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Non, comme ça, c'est pas bon. C'est la façon que c'était, c'est ce qui est bon. Mais peut-être que vous ne partagez pas les mêmes écrans dans ce cas. C'est la manière où c'était, c'est ce qui est bon. Oui, je suis d'accord avec Hervé. Il a un problème peut-être avec son appareil. Voilà. Oui. Hervé, parfait. Ok, C'est merci. bon maintenant? Oui, c'est bon. Ah, voilà. Donc maintenant, la bioéthique est une partie de l'éthique. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, voilà. Donc, qui est apparu en tant que champ ou discipline nouvelle dans le courant des années 60 et des interrogations au sujet du développement de la biométrie et des techniques. 1960, vous voyez que c'est très récent par rapport aux autres disciplines quand même. 60 et 21, ça fait près 51 ans. Donc, c'est une discipline qui est très récente. Donc, maintenant, vous voyez qu'après les grandes révolutions des technosciences et de la médecine, surtout avec ce qu'on appelle l'expérimentation et c'est-à-dire l'essai clinique
sur la prolongation de la vie des êtres humains dans le monde ont poussé la biomédecine à créer des êtres artificiels, à procéder à ce qu'on appelle des greffes d'organes, par exemple, et à faire des révolutions, c'est-à-dire que la raison qui dépasse même la raison, surtout dans le domaine de la reproduction humaine, tel que fécondation in vitro, ainsi de suite. Donc, c'est partant de là que la bioéthique s'est posé plusieurs questions pour dire, ah, pourtant, cette chose-là, c'est bon pour nous, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger? Voilà comment est-ce que la bioéthique est née. C'est partant de ce questionnement que la bioéthique a vu le jour, à partir de 1960. Il faut dire que vraiment, ce qu'on est en train de faire, c'est bon, mais est-ce que finalement, ça ne va pas nous conduire vers une dérive? Est-ce que c'est encadré? Vous allez voir après avec le laboratoire de Dolly, par exemple, où on a, c'est-à-dire, greffé des porcs, des moutons, des chiens, pour, comment on appelle ça, pour donner plusieurs autres espèces. Voilà. Donc, c'est dans ça que la bioéthique va essayer de se poser la question. Est-ce que vraiment on ne va pas vers la dérive? Ensuite, il va y avoir le clonage aussi. Le clonage, c'est-à-dire faire la copie conforme d'un être humain. Oui, la copie conforme d'un être humain. La personne est là, on fait son clone. C'est-à-dire c'est comme un duplicata, quoi. Voilà. Donc, c'est fait aux États-Unis, ainsi de suite. Et puis plusieurs trucs. Donc, dans ça, la bioéthique va essayer de se poser des questions. C'est partant de là qu'elle va voir le jour. Et elle sera combattue aussi encore par plusieurs scientifiques à l'époque et aussi par des grands laboratoires, des grands chercheurs qui voyaient leur laboratoire, leur révolution en branle. Voilà. Donc, les normes morales et comportementales partagées par l'ensemble servant à réguler les conduites individuelles en société. Lorsque certaines de ces valeurs font l'objet d'un consensus et sont adoptées collectivement parmi un groupe, elles deviennent ce qui peut être considéré comme une des valeurs communes qui établissent les normes éthiquement acceptables au sein d'une collectivité. Donc, ici, l'ensemble des valeurs qui sont considérées comme l'ensemble des comportements qui sont considérés comme des valeurs trouvent alors d'emblée une valeur sociale et sociétale qui va forcément jouer dans la mémoire et dans le moral des êtres humains. Pas la morale, mais le moral. Parce que la morale et le moral, ce n'est pas les mêmes. Le moral, c'est un état psychologique. Alors que la morale, c'est une valeur individuelle, morale et sociale qui guide l'être humain. Donc, dans ça, ça peut s'ériger souvent en norme. Et dans ça, vous allez trouver souvent aussi que même la religion en tant que telle joue aussi un rôle dedans. Par exemple, prenons par exemple le cas par exemple, des musulmans. Quelqu'un qui se dit musulman, par exemple, ou bien qui a une tendance sunnite, par exemple. Vous allez le voir, qu'il ne se sent pas à l'aise lorsqu'il a, par exemple, des patients. Est-ce que vous le voyez? Donc, ici, on a ce qu'on appelle un conflit. Ce n'est pas un conflit d'intérêt, mais c'est un conflit spirituel et comportemental qui est en jeu avec sa profession, son exercice, par exemple. Donc, ce qui fait que souvent, les défenseurs de la bioéthique se sont érigés ici en garants et protecteurs des agents d'une corporation, d'une profession, pour dire qu'il y a attention, il y a ça, attention, il y a ça. Mais dans une société, dans un pays où les spécialistes sont rares dans tel ou tel domaine, est-ce que les religieux doivent se mettre à l'écart pour dire que leur
courant spirituel est en débandage avec l'autre amour? C'est une question à se poser. Est-ce qu'on se voit un peu? Donc, voilà un peu le conflit qui se trouve entre les normes tantôt religieuses, tantôt éthiques et morales. C'est là où ça devient non seulement intéressant, mais très compliqué. Le raisonnement éthique. C'est une recherche et une réflexion sur les normes et principes qui guident l'action humaine et auxquels on se réfère pour prendre une décision éthique face à un conflit de valeurs. C'est ça. Donc, le raisonnement éthique vient lorsque il y a un conflit de valeurs. Pas un jugement de valeur, mais un conflit de valeur. Et vous êtes tenu, vous êtes obligé à faire un choix. Par exemple, il y a tout le temps cet exemple-là qui apparaît. Le cas, par exemple, d'un médecin. Supposons que ce médecin-là, il est fonctionnaire. Un médecin, il est fonctionnaire. Il est payé par mois. Là, son salaire, ça coule parce qu'il est fonctionnaire. Et on sait que dans la déontologie de la médecine, l'avortement est interdit. Mais l'avortement, on peut le faire lorsque la vie de la femme est en danger. L'autre type d'avortement, là, on ne le considère pas parce que c'est spontané. C'est involontaire, on ne le considère pas. Mais on parle de l'avortement provoqué. Dans ce cas, on voit que le médecin est là. Dans sa déontologie, on voit que l'avortement, il le sait, il l'a étudié. Et c'est une pratique qu'il connaît. Et il y a la fin du mois qui s'approche. Le compteur est au rouge. Madame demande ses frais de condiment. Les enfants réclament leurs frais de récréation. Et lui, il est là, le compteur est au rouge. Il quitte chez lui, il vient au bureau. La première patiente qui est là demande un avortement au prorata de 300 000 francs. Ce qui fait qu'ici, il y a un conflit de valeurs qui est là. Est-ce que le médecin doit les faire ou il ne doit pas les faire? Ah? C'est pas? Mais pourtant, il doit faire un choix. C'est un problème. Ah, ça dépend de sa conscience, hein, professeur. Ah bon? Oui. Ah. Ça dépend de sa conscience. Oui. Ah, pourtant, il y a un conflit de valeurs et il est tenu à faire un choix. Ouais. Mais selon vous, quel est le choix, le meilleur choix? Quel de ne pas le faire? Quel... On entend mal des collègues là. Ah, c'est la bonne réponse. La très bonne réponse, c'est ça même. C'est ça. Ça Tu dit, vois? vous avez entendu quand même sa réponse. Non, on entend mal ça. J'ai mal entendu sa réponse. Hein. Non, aucun de nous ne l'a entendu. Aucun de nous. Voilà. Le problème Voilà, est que... Voilà, ok. Voilà, donc, ça dit, la réponse est que le médecin doit refuser. Il doit? Il doit refuser. Ah, voilà. D'accord. Il doit refuser. Mais le problème, c'est quoi? Tous ceux qui disent qu'il doit refuser savent qu'il doit refuser. Mais devant les faits, ils vont le faire le contraire. C'est ça le problème. Parce que vous savez, l'argent connaît tout, sauf je ne peux pas. Oui, mais... Ça, professeur, il faut être fort de caractère. C'est pourquoi oui. l'éthique nous pousse à dépasser ses propres émotions, ses passions et surtout ses habitudes.
Ça dépasse même souvent le sentiment, parce que tu te dis que non, les enfants sont là, ils sont là. Mais tu ne dois pas les faire, tu ne dois pas les faire. Et tu es un médecin. Un médecin, d'abord, son serment, c'est de protéger la vie humaine. Un avortement, tu tues un enfant. Vous allez voir en bioéthique, on dit que même dans les 2 semaines, les 3 semaines, 4 semaines suivant la conception du fœtus, l'enfant prend vie. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas un humain. Alors que beaucoup de scientifiques qui sont spécialistes en biomédecine, de la technobioscience, vont se dire que non, que le fœtus n'est pas forcément un être humain. Donc, que tu peux l'avorter, que c'est vrai, ce n'est pas un problème. Alors que c'est un argument fallacieux au regard de la bioéthique. Bonsoir, professeur. Oui. Le serment d'Hippocrate a été clair là-bas. On dit je respecterai la vie humaine dès sa conception. Oui. Voilà. C'est clair. Mais devant les faits, soit voilà, soit en porte-à-faux avec ça. C'est pour juste illustrer ça. Ça dépend également du degré de foi également, hein, de chacun. Voilà. Oui, professeur. Voilà. Donc, maintenant, l'éthique répond. Professeur? Oui. J'ai une petite question. OK. Est-ce qu'on peut dire que la déontologie et la morale sont dans l'éthique? Bien sûr que oui. C'est ce qu'on a dit même. Ah, ok, d'accord. Ok, merci. C'est la 3e diapositive. Donc, l'éthique répond d'abord comment vivre et comment faire. Comment vivre là? Dans ça, vous avez la morale. Et comment faire là-bas, ça c'est la déontologie. Docteur Bagui, votre micro. Non, c'est pas ici, c'est le poudre. Le micro de quelqu'un est ouvert. Le docteur Baki. Voilà. Docteur Sanoukou. Issa Kaloussi. Alors, professeur, on ne suit plus, hein? Allô? Oui. Allô? Il a coupé son micro après, il s'est déconnecté lui-même. Non, on ne suit plus. C'est pas à ton niveau seulement. Effectivement, même en anglais. Ok. Professeur, il faut activer votre micro. Il a désactivé son micro sans le savoir. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'aider.
On va trouver. C'est bon, c'est bon. Donc, voilà, je disais que l'éthique, voilà, elle répond à la question comment vivre. Comment vivre et comment faire. Maintenant, comment vivre, c'est le rapport qui existe par exemple, entre l'agent, la société, l'agent et les patients, voilà, envers soi-même aussi. Et maintenant, comment faire, ça c'est vraiment la pratique. Et ici, la déontologie entre d'emblée en jeu. Voilà. Maintenant, l'éthique évolue et elle a pour but aussi d'avoir, c'est-à-dire une prestation de qualité. Parce que la finalité d'une tâche sur le plan éthique, c'est l'atteinte des résultats. Et quand on atteint le résultat, on a, c'est-à-dire une satisfaction bilatérale. Le prestataire, il est satisfait moralement. Celui qui reçoit les prestations est aussi satisfait. Est-ce qu'on se voit un peu? Voilà. Donc, ce qui était mal hier peut être bien aujourd'hui. Ce qui fait que souvent, l'éthique évolue au regard de la mutation même du monde. Et tout être humain aussi doit prendre en compte cet aspect-là. Par exemple, les gens qui se basent sur des arguments Allô? Oui, ça va. Bien. Non, pas aujourd'hui, peut-être demain. Mais oui. D'accord. Donc, on ne doit pas se baser sur des arguments, dire que bon, nous faisons telle pratique depuis l'Antiquité et qu'aujourd'hui ça reste valable. Sur le plan éthique, toutes les choses qui se passent doivent être évaluées dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire, est-ce que le timing est propice? Dans l'espace, est-ce que l'espace géographique n'est pas hospitalier pour faire? C'est comme ça que ça se passe. Par exemple, on dit ce qui était mal hier peut être bien aujourd'hui. Il y en a des cas. Des choses que l'on faisait auparavant, que l'on considérait comme mal, mais aujourd'hui, tu le fais, personne ne te reproche. Pareil. Quelque chose peut être pareil aussi, peut être bien auparavant, aujourd'hui, tu le fais, tu as des risques, surtout sur le plan de la santé. Par exemple, le cas, par exemple, de l'excision. Beaucoup de gens disent que non, nos grands-mamans, nos grands-pères ont fait ceci il y a longtemps. Ça, c'était auparavant. Maintenant, aujourd'hui, si tu le fais, tu es exposé à des risques, par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire que sur le plan éthique, on ne se base pas sur l'histoire, sur des choses qui n'ont rien à voir avec le raisonnement éthique pour prendre des décisions, pour juger telle ou telle chose. Voilà. Donc, le second point, c'est quoi? Résoudre les choses difficiles, les situations difficiles, le moins mal possible. C'est ici que ça devient très intéressant, mais très compliqué. Comment résoudre les situations difficiles?
le moins mal possible. Déjà, quelque chose qui est difficile, si tu dis que tu vas les résoudre, et en commettant le moins mal. Donc, c'est ce que l'éthique demande. Faire les choses dans les situations difficiles, mais tout en causant le moins mal possible. Par exemple, sur le plan éthique, peut-être que la déontologie ne va pas vous exiger ça, mais sur le plan éthique, vous vous trouvez par exemple devant un patient qui est là, vous connaissez son revenu mensuel. Vous savez que, mais pas mensuel, vous savez que par exemple c'est quelqu'un qui n'a pas de revenu, et si vous lui prescrivez par exemple des produits de GCI, c'est pour dire que ta maladie n'a qu'à tuer quand même. Ça veut dire que sur le plan éthique, ça ne tient pas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si la personne a des personnes intermédiaires qui sont en mesure de lui procurer les trucs, ça peut passer. Par là, moi, j'ai vu des cas où on demande au patient, tu fais quoi? S'il dit par exemple, non, moi, je fais telle activité, je mène telle activité. Consciemment, vous savez qu'il n'est pas en mesure de faire. La seconde question à lui poser, est-ce que vous avez des parents qui vous épaulent, qui sont en mesure de vous épauler financièrement? C'est une question qui est complémentaire sur le plan éthique. Est-ce que vous voyez? La personne va dire, oui, j'ai un grand frère qui fait ça, ou j'ai un frère, ou j'ai un parent qui fait ça. Il est en mesure de me rendre service. Donc, dans ce cas, on peut l'épauler. Mais quelqu'un qui n'a pas tout ça, si vous le prescrivez par exemple des produits de décès, donc, voilà. Pardon, de spécialité, voilà. Donc, c'est pourquoi on dit résoudre les situations difficiles le moins mal possible. Mais quelqu'un qui vient quand même, vous savez qu'il occupe tel comme ça, on n'a même pas besoin de lui poser des questions. Vous le prescrivez, il va aller payer à Dieu fermé. Donc, c'est un truc de ce genre. Donc, maintenant, les relations éthiques, morales et droit. Sur le plan éthique, on dit ce qui est bon. On cherche à trouver la finalité, ce qui est bon. Ça, c'est sur le plan éthique. Sur le plan moral, qui a une visée déontologique, on cherche ce qui est bien. Et sur le plan juridique, c'est-à-dire les normes, sur le plan normatif, on cherche ce qui est légal. Ce que tu fais, c'est légal. Voilà les trois aspects. Triangulaire, où les trois disciplines tissent des relations complémentaires, mais des relations interdépendantes. Est-ce qu'il y a une différence entre le bon et le bien? Ah, c'est la question que je voulais poser maintenant. Ah, ok. Il y a une différence ou il n'y a pas une différence? Personne n'a la réponse. La différence entre le bien et le bon. Quelque chose peut être oui. Bon, Oui. mais elle n'est pas bien. Vice-versa. D'autres peuvent être bien, ne sont pas bons. Comment, par exemple? Allô? Oui? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Par exemple, le sucre est bon, mais il n'est pas bien. Très bien. Oui. Le sucre est bon, mais il n'est pas bien. C'est vrai. Voilà. Les gens font la confusion. Oui. Donc, ce qui fait que la coordination entre donc, si tu dis que c'est bien, c'est bon, mais si ce n'est pas légal, alors si tu le fais, tu vas te trouver devant les tribunaux. C'est pourquoi beaucoup de médecins sont devant chaque fois devant les tribunaux. Voilà. Ils disent que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Ils pensent, ils estiment que c'est bon, mais c'est bien. Mais pourtant, c'est important avec le droit. Donc,
un peu la coordination entre les trois disciplines. Et professeur? Oui. Donc, je peux dire qu'on peut dire qu'il y a quand même parfois un conflit entre ces trois disciplines, surtout entre l'éthique et les droits. C'est vrai? C'est vrai? Voilà. C'est vrai? C'est vrai? C'est suivant l'exemple que vous venez de donner. Oui, oui, c'est ça. C'est Voilà. pourquoi Oui. Là, chaque c'est... personne doit mûrement réfléchir avant de prendre une décision. Oui. Par exemple, il y a beaucoup de médecins qui se trouvent souvent dans des cas où on parle de non-assistance de personnes. Ce cas-là, c'est tellement, oui. Voilà. Et également, il y a un autre exemple, hein, par exemple, entre la bonté et l'égalité, là. Par exemple, quand on utilise la carte d'amour de quelqu'un qui n'est pas affilié, voilà. Parce qu'il n'a pas les moyens, toi-même tu sais qu'il n'a pas les moyens. Maintenant, tu dois utiliser la carte de l'autre là. Voilà, pour soigner la personne. Maintenant, légalement, ce n'est pas bien, mais c'est bon pour l'autre là. Oui, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Tu peux être poursuivi, mais pourtant, tu as une bonté. Mais tu as rendu service à quelqu'un. À quelqu'un, mais ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. C'est ça. C'est pourquoi je dis beaucoup de gens se trouvent devant les tribunaux. Merci. Ce n'est pas légal. Voilà. Donc maintenant, on a la distinction de ces concepts d'après leur propre définition. Donc, le droit est une conduite guidée par les devoirs et obligations imposés par l'État. C'est pourquoi quand vous êtes en porte-à-faux avec le droit, directement vous êtes interpellé. Et on vous dit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On vous reproche ça. Alors que la morale est une conduite qui est guidée par les devoirs et obligations provenant d'un système de croyances, notamment la religion. Ça peut être aussi une conception sociale, sociologique de la personne. La personne ne peut même pas être religieux, mais il a une morale. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans ça, il est guidé par ses propres conduites morales. Dans notre famille, dans notre tribu, dans notre village, on ne fait pas ces pratiques. Donc, ça veut dire que la personne est guidée par une morale sociale qui le guide. Toutes les autres morales là viennent s'ajouter à ça. Ça, c'est déjà son soubassement. C'est ça. C'est bon, on peut préparer les cours. On peut juste prendre les notes. Maintenant, la distinction entre la morale et l'éthique, ça c'est un tableau qui est là, un tableau descriptif qui énumère point par point. 1. Pour la morale, vous voyez, agir en fonction de ce qui s'impose de l'extérieur comme obligatoire. Éthique, agir en fonction de ce qui est estimé bon. Ici, on parle de l'extérieur. Par exemple, la religion, même si vous êtes dedans, c'est extérieur à vous. La morale sociale de votre village, de votre cité, de votre tradition, elle est extérieure. Vous vous référez à ça pour vous comporter comme ça. C'est extérieur. Alors que l'éthique, vous agissez en fonction de ce qui est bon. Vous agissez personnellement, individuellement. Vous réfléchissez, vous dites, bon, selon moi, ça c'est bon. Donc, vous agissez ainsi. Alors que dans l'autre cas moral là, souvent, vous pouvez même agir sous l'œil des gens. Hein. Parce que vous dites, quand vous agissez dans le sens contraire, si d'autres membres de votre village, d'autres habitants de votre village vous voient dans cette situation, ils vont dire, mais toi, tu n'es pas un de nous. Hein. Dans notre zone, on ne fait pas ça, pourquoi toi, tu fais ça? Donc, vous agissez extérieurement, même contre votre gré, contre votre propre volonté. Alors que dans l'éthique, vous agissez individuellement, ce qui est estimé bon pour vous. Voilà un peu les nuances.
Par exemple, quelqu'un, les classes de noblesse qui sont par-ci, par-là, disent que vraiment, elles ne doivent pas tisser des relations de mariage avec les hommes de caste, mais avec des esclaves. Mais si tu le fais et que dans votre zone, quelqu'un vous voit, dit que hey, c'est là, sa deuxième femme là, c'est une caste, mais c'est une guillotte. Tu vois? Donc pour éviter ça, la personne peut même renoncer au mariage. Alors que pour lui, sur le plan éthique, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan moral, il se sent gêné. Donc voilà un peu les deux nuances. Maintenant, associer l'action à des normes préétablies. C'est les normes qui sont préétablies et vous vous conformez à ces normes-là. Vous n'êtes pas auteur, vous n'êtes pas créateur, mais vous êtes obligé à vous conformer. Sur le plan éthique, c'est associer l'action à la recherche d'une vie accomplie. Vous visez une satisfaction morale. Parce que vous savez, sur le plan éthique, souvent, il vous arrive de commettre des erreurs. Sur le plan qui peut jouer sur vous, sur le plan moral, pas la morale, mais le plan du moral. Par exemple, sur le plan éthique, dans les domaines professionnels, vous avez commis des actes qui sont illicites, mais qui sont considérés comme des actes contraires. Arrivez chez vous, vous passez toute l'année, vous ne pouvez pas dormir. Ça, ce n'est plus la morale, mais ça, c'est le moral qui vous gronde. Donc, c'est un truc de ce genre-là. Ce qui fait que l'éthique recherche une vie accomplie, une vie qui est moralement acceptable. La morale est universelle, puisque dans une société où vous trouvez 3000, 4000, 500, 100 personnes qui vivent ensemble, qui ont les mêmes morales, alors qu'ils n'ont pas forcément les mêmes éthiques. L'éthique a une valeur individuelle. Voilà. Elle a une valeur individuelle. Donc, la morale s'impose à tous. Les normes sont élaborées en fonction de ce qui est bon pour une vie accomplie. Ça, c'est sur le plan éthique. Dans la morale, le bien est ce qui est conforme. Alors que dans l'éthique, le bien est ce qui est estimé bon. Ce qui peut être estimé bon pour moi n'est pas forcément estimé bon pour X, Y personne. Nous avons dit ici, pour le cas de médecin qui est devant cette situation, peut-être ce qui est bon pour nous, tout le monde est unanime que le médecin ne devait pas procéder à l'avortement. Mais d'autres sont conscients de ça, mais ils vont le faire. Vous ne le faites pas. Il va vous produire 300 000 francs, vous ne le faites pas, mais après, il peut partir dans une autre clinique, dans un autre cabinet. Mais il peut même appeler un autre médecin. Individuellement, cette personne-là peut faire. Mais pourtant, vous dites que ce n'est pas bon. C'est estimé bon, ici, devient subjectif. Ça devient relatif. Voilà. Vous ne le faites pas, mais certains peuvent le faire. Qu'importe. Donc, voilà ce que ça fait. Dans la morale, on cherche la perfection. Parce que la morale est comme une forme d'éducation qu'on vous inculque. Et souvent, vous êtes entre les garde-fous. Vous ne voulez pas tomber. Quand vous tombez, vous voyez l'œil des autres. Donc, à cause de ça, vous êtes contraint de vous conformer. Si c'est la région, on va dire non. Ça, tu sais que la région condamne ça. Tu as vu? Quand on te dit, ça veut dire que tu es blâmé. Quand tu es tradition, on va dire notre tradition est contre ça. Quand on te dit ça, tu es blâmé. Tu es obligé de te conformer à ça, quel qu'en soit le cas. Ce n'est pas parce que tu as fait des études en Europe, aux États-Unis, en Chine, que tu vas dire non, ça, c'est pas ça. Ta vie, c'est ça. Et quand tu le fais, on va dire non, pour ça, filaire. Donc, voilà ce que c'est. Tu as beau être un multimillionnaire, un milliardaire, tu as beau avoir des gros diplômes, tu dois rester toi-même. Quand tu ne le fais pas, les gens vont dire, mais celui-là, il ne se reconnaît plus. Hein. Il pense qu'il n'est plus comme nous. Donc, tu vois ce que ça fait. Donc, souvent, l'œil des gens guide la morale. Voilà. Donc, alors que dans l'éthique, on parle de la recherche de l'accord avec sa conscience individuelle. La conscience individuelle, tu cherches à être en parfaite harmonie avec ta conscience. Tu le fais après, ta conscience ne te gronde pas. Quand tu es à l'aise. Même si tu dois répondre devant n'importe qui, tu dis que tu l'as fait en étant conscient et tu ne regrettes rien. Voilà.
Donc, dans ça, tu n'as pas de problème. Dans la morale, on dépasse soi. Tu te dépasses souvent. Souvent, il y a des choses que tu as envie de faire, mais ta morale là, voilà. Souvent, tu as des actes de corruption qui sont là. Il y a des millions qui passent devant toi. Peut-être pour des raisons religieuses, tu peux refuser. Tu as vu? Donc, tu te dépasses quoi. Voilà. C'est un dépassement de soi, la morale. Alors que dans l'éthique, c'est un développement de soi. Tu essaies de te développer ton intérieur. Voilà. Tu te développes. Pour dire que non, j'ai fait ça, je m'assume. Supposons que vous avez renvoyé, par exemple, quelqu'un, par exemple, vous êtes, par exemple, DTC, un médecin-chef d'un service, vous donnez chaque fois des conseils, par exemple, à quelqu'un, la personne refuse, qui fait tout le temps des mauvaises prestations. Ça ne fait pas. Une fois, vous le sanctionnez. Les gens viennent, ils disent non, je l'ai fait vraiment en m'assumant. Je ne regrette pas, voilà. Vous voyez, non? Donc, la personne assume les sanctions qu'il a infligées. Pareil aussi pour un capitaine qui est formateur, par exemple, à Bafou, qui retrouve, par exemple, ces militaires sous-officiers en train de... Dans les actes de discipline, par exemple, chez les militaires, l'éthique, on parle de la discipline, quelle qu'en soit la discipline. L'obéissance, la discipline. L'obéissance, la discipline. Et vous trouvez des indisciplinés, vous les mettez, par exemple, en bahutage. Certains proches viennent et disent que non, il faut les laisser. Ils disent non, je m'assume. Je l'ai fait en état de cause. Donc, c'est ça. Donc, c'est le développement de soi. Ça te pousse à prendre tes responsabilités, à t'assumer. Quel qu'en soit alpha, vous pouvez vous défendre. Donc, la morale dit ce qui est bien et ce qui est mal. La morale dit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça? On dit dans la morale, il faut faire toujours du bien aux gens. Il faut aider les pauvres. Il faut aider les vieilles personnes. Quand tu vois une vieille personne, dans n'importe quel lieu, si tu peux l'aider d'une manière quelconque, il faut l'aider. Si tu vois un pauvre, il faut l'aider. On dit ce qui est bien, ce qui est mal. On dit le mal, il ne faut pas tuer quelqu'un. Il ne faut pas voler. La morale te dit ça. Alors que le droit te dit ce qui est permis, ce qui est interdit. Si tu voles, voilà ce qui t'attend. Et la réponse là, c'est pas demain, c'est pas aujourd'hui, c'est du tic au tac. On te prend, voilà ce qui t'attend. Tu réponds de tes actes et voilà ce qui t'attend. Et la morale dit, que dois-je faire? Ce que tu dois faire, le droit aussi dit ça. Dans ce cas, ça entre dans le cadre de ton devoir. Le médecin doit faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Ça devient une obligation pour toi. Nomenclature des habitudes acquises, des mœurs qui dictent la manière de se conduire. C'est tout un corpus de règles et d'habitudes que l'on édicte aux gens afin qu'ils puissent se conduire bien, mais afin d'avoir une conduite acceptable dans la société, dans le milieu du travail. Et le droit, c'est l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État. Les règles qui sont en vigueur. Les règles qui sont en vigueur aujourd'hui, si demain elles ne sont plus en vigueur, alors c'est dépassé. C'est pourquoi vous voyez tout le temps, on dit voilà, il y a ça, 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 il y a ça. Aujourd'hui, il y a ça. Demain, s'il n'y a pas ça, alors c'est fini. La morale respecte les normes, alors que le droit est lié aux valeurs et donc à l'idéologie de la société qui dirige. Donc, voilà un peu la différence. L'éthique et la déontologie. Professeur. Oui. J'ai une question là. Ok. Est-ce que la morale évolue à la même vitesse que les droits? Très bonne question. Le droit évolue plus que la morale. Parce que, parce que le droit, on parle de droit positif lorsque, c'est-à-dire le droit est en vigueur. Et le droit de suite, c'est le droit, c'est-à-dire est en état
en état de mort, par exemple, qui est sur son lit de mort. Ouais. Alors que la morale en tant que telle, elle est tout le temps en vigueur. Oui. Voilà, on va tout le temps dire aux gens de ne pas voler, même si les gens continuent de voler. On va tout le temps continuer à dire que la corruption est mauvaise, alors que tout le temps, il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Et les deux savent que la corruption est mauvaise. Tu vois, non? C'est vrai. Voilà, donc c'est un truc de ce genre. D'accord. Voilà. Donc, l'éthique et la déontologie. Il existe une distinction entre l'éthique et la déontologie, qui, bien qu'il y ait principalement la même fonction sur toutes deux, de réguler les conduites des gens, s'y prennent toutefois différemment. Au niveau de l'éthique, les conduites sont régies par les valeurs individuelles ou organisationnelles, telles les politiques, les énoncés de principes, les bulletins d'information et autres. Donc, ici, il faut comprendre que l'éthique, c'est aussi individuel, mais c'est aussi organisationnel. Puisqu'on peut aussi rendre standard l'éthique en la réduisant à une dimension professionnelle et corporative. Ce qui fait qu'elle a une dimension individuelle et organisationnelle. Alors que la déontologie, elle est purement professionnelle. Purement professionnelle. Et elle est souvent en dichotomie totale, où elle change d'une corporation à une autre corporation. Voilà. Ce qui la rend un peu spécifique. Voilà. On ne peut pas du tout rendre standard une déontologie pour tous les corps. Ce n'est pas possible. Puisqu'il y a ce qu'on appelle l'agir. L'agir n'est pas le même. Par exemple, les agents de la santé agissent dans le domaine de la santé. Ils n'agissent pas dans le domaine de la sécurité. Tu ne peux pas prendre la déontologie de la police et l'amener de sapeur-pompier au niveau de la santé, puisque l'agir n'est pas le même. L'environnement n'est pas le même. Donc, la déontologie prend en compte la zone, voilà, la profession, et elle prend en compte les instruments, les méthodes et l'agent en question. Plus les règles juridiques qui régissent de la profession. C'est pourquoi vous n'hésiterez pas de voir aujourd'hui ce qu'on appelle l'ordre. Par exemple, l'ordre des médecins, l'ordre des sages-femmes, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des magistrats. Vous voyez, non? Donc, ce qui fait qu'il est plus facile, par exemple, pour des ordres, il y a l'ordre des experts comptables, il est plus facile directement de juger un expert comptable avant même qu'il n'aille au tribunal. Voici, vous voyez. Par exemple, si dans les états financiers, il a mis des faux chiffres, il est responsable. L'ONECA, qu'on appelle Ordre national des experts agréés comptables du Mali, avant que l'entreprise ne convoque l'expert comptable accrédité au niveau des tribunaux, il peut directement saisir l'ONECA pour dire qu'il n'est pas d'accord. Je ne sais pas si on se voit. Et si c'est le contraire, et que par exemple l'expert comptable avait déjà fait et que la prestation, c'est l'entreprise qui se plaignait, alors si il fait la justice, l'ONECA va se lever. Pareil pour les médecins. L'ordre de médecins aussi va se lever pour défendre, parce que c'est un de leurs. Ils vont dire que c'est notre déontologie. Le médecin n'a pas commis de faute. L'expert comptable n'a pas commis de faute. Ils vont le défendre. Ça devient, ce qu'on appelle une lutte syndicale. Et ça va prendre une dimension nationale. Le cas est arrivé à l'époque entre un magistrat et un médecin. Vous vous rappelez, non? C'est fait il y a longtemps, mais ça ne m'a pas trouvé ici. C'est fait il y a longtemps. Nous, on a entendu. Oui. Je crois que c'était fait en 2006. En 2006, voilà. Oui. Entre un magistrat, dont sa femme était avocate, et un médecin. C'est pas au Gabriel Delo, c'est au point J. Voilà. Voilà. C'est pourquoi la déontologie, quand elle est connue, l'ordre professionnel peut se défendre, peut utiliser la partie civile
ça de défendre un des membres. Professeur. Oui. J'ai une question là. Ok. Et est-ce que la déontologie est plus prise en charge par le droit que l'éthique? La déontologie est prise en charge par le droit plus que l'éthique. Puisque dans la déontologie, on a ce qu'on appelle des indices contraignants. On parle de droit. D'accord, non? Oui. Ça veut dire que le médecin est obligé de le faire. Et quand il ne le fait pas, ça veut dire qu'il est en porte-à-faux avec ce qu'il attend. C'est vrai. Voilà. Donc, si vous entendez droit, ça veut dire que c'est une obligation. Ok. Tel agent doit. Par exemple, pour les gens de sapeurs-pompiers, leur débit de c'est quoi? Périr, sauver, sauver. Donc, ça veut dire que un agent de sapeur-pompier ne doit pas se dire que moi, je dois. Le capitaine m'appelle, le lieutenant m'appelle, il y a une il peut être disponible à partir de n'importe quelle heure. Voici où vous voyez. Oui. Ça, c'est la déontologie. Alors que l'éthique en tant que telle, c'est une valeur individuelle qui doit guider l'agent face à des conflits de valeurs, à des conflits d'intérêts, à prendre une position. Voilà. Maintenant, on a aussi les politiques. Dans les politiques, vous avez ce qu'on appelle, par exemple, dans beaucoup de pays, aujourd'hui, le Mali en a eu ce qu'on appelle le comité d'éthique de santé, par exemple. Ça existe au Mali. En France, ça existe depuis 2004. Ça existe. Mais le Mali, aujourd'hui, au regard de l'évolution du monde, en fait, je pense que dans la sous c'est le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Maintenant, et tous ils en ont. C'est quoi? C'est-à-dire, dans ces trucs-là, et ils élaborent les politiques en rapport avec l'éthique au regard des besoins de l'État. Surtout dans le domaine de la recherche. C'est pourquoi on vous demande, quand vous voulez faire des recherches, il faut avoir le côté éthique. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la santé, mais dans n'importe quel domaine de la recherche aujourd'hui, vous ne pouvez pas la faire, mais la mener sans pour autant avoir le côté éthique. Est-ce que sur le plan éthique, il y a ça, est-ce que c'est bon? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, les politiques interviennent beaucoup dans l'encadrement de l'éthique. Maintenant, on a aussi les énoncés de principe. Les énoncés de principe, c'est les grands principes qui sont universels, où on dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. C'est des caractères, ça a un caractère incitatif. Vous avez les bulletins d'information. Les bulletins, oui. Bon, je n'ai pas une idée, mais tout ce que je sais quand même que c'est une commission mixte. J'ai même une connaissance qui est dedans. C'est une commission mixte. Vous avez des juristes dedans, c'est-à-dire un avocat, deux avocats dedans. Vous retrouvez un magistrat dedans. C'est sur le plan légal. Professeur. Dans ça, vous avez des médecins légistes qui sont dedans. Vous avez des chercheurs accrédités, par exemple, des gens qui font de la médecine. Les religieux même aussi. Pardon? Les religieux sont aussi figurés dans le comité éthique. Les professeurs qui encadrent une commission mixte. Maintenant, quelle visée éthique? D'un discours sur les buts et les fins. Professeur? Oui. Professeur, j'ai une question. Oui. Au niveau de l'éthique de la déontologie. Ok. Si j'ai un peu compris, l'éthique est en rapport avec la morale. Bien sûr. Puisque les droits, quoi. La morale est inclue dans l'éthique. Voilà. Oui. Parce que là où la morale. Parce que ici, je vois que l'éthique a changé de fonction.
Pardon? Si le dernier paragraphe, le diapo, je vois que l'éthique a changé de fonction, a évolué. Oui. Les valeurs individuelles ou organisationnelles. Oui. En fait, ça veut dire que même les politiques peuvent décider. Bien sûr, c'est à cause de ça que j'ai parlé même du comité d'éthique là. Voilà. C'est purement politique puisque ce comité ne va exister qu'à la suite d'un décret présidentiel ou un décret gouvernemental. Et un décret gouvernemental est purement politique dans la mesure où c'est pris en conseil des ministres. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'il y a des effets extérieurs. Il y a des? On peut avoir des effets extérieurs, quoi. Des effets? De l'extérieur. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. Parce que dans la plupart des cas, la formation de ces genres de structures demande ce qu'on appelle une expertise internationale et extérieure. Par exemple, vous aurez besoin du cours des autres pays. Comment ils ont la communauté et comment est-ce qu'ils marchent. Donc, c'est à partir de ça que vous allez adapter, c'est-à-dire ces trucs-là à votre propre réalité, par exemple. D'accord. Ok, merci. Voilà. Par exemple, au Mali, ici, nous accordons beaucoup d'importance à 2-3 couches, par exemple. Les religieux, c'est-à-dire les traditionnels et les notables. Alors que dans les autres pays, on prend seulement les religieux. Donc, chez nous, si dans les autres pays, on dit que c'est seulement on prend le côté social, si seulement c'est les religieux, aujourd'hui, chez nous, il convient quand même de signaler qu'en dehors des religieux, vous avez les autres notables. Vous avez aussi des traditionnels, des traditionnalistes, des conservateurs aussi. Okay. Par exemple, à Bamako ici, vous avez les patriarches Touré et Niaré qui ne sont ni religieux, ni traditionnels, ni conservateurs, mais ils sont considérés comme des notables. On les consulte pour des questions nationales, pour des raisons des places qu'ils occupent dans la société. Vous voyez, non? Donc, il s'agit d'adapter et réadapter la répartition de ces postes-là au regard des réalités nationales de chaque pays. Maintenant, concernant le fonctionnement, ça, vous pouvez le faire à travers des expertises internationales. Si j'ai bien compris, c'est vrai que l'éthique aussi est évolutive. Oui. Ok, d'accord. On est d'accord? D'accord, merci, professeur. Maintenant, quelle visée éthique? Donc, la visée éthique ici, qu'est-ce que l'éthique vise? L'éthique vise les buts et les fins. Quelle est la différence entre un but et une fin? La différence. La différence entre un but et une fin. Le premier est plus objectif que l'autre. D'accord, c'est ça. Ça même. Okay. Le premier oui. Puis a une notation objective. Alors que les fins, c'est comme les résultats, la finalité. Par exemple, les gens vont dire, faire toutes ces études, la finalité, c'est d'avoir l'argent, et puis il y a l'argent. Tu vois, non? Donc, les gens réduisent même la dimension intégrée à l'argent. Vous voyez ce que ça fait? Donc, c'est être de ça, la finalité. Vous savez, quand j'entends souvent les gens dire, faire toutes ces années d'études, ça n'a pas fait ça, l'argent. Ah, Joey, les gens réduisent l'activité intellectuelle à l'argent. C'est purement... Donc, on parle de ce qu'il faut faire. Ça, c'est la déontologie. Ici, l'éthique a une visée déontologique. Ce qu'il faut faire. Puisque la déontologie dit ce que tu dois faire. D'impératifs auxquels il s'agit d'obéir. Éthique de la conviction. Il faut obéir. L'argent
est contraint à obéir aux règles déontologiques. Il est contraint d'obéir. C'est impératif. De libération sur les situations singulières. L'éthique de la responsabilité. L'éthique de la responsabilité, ça engage les responsables des départements, des structures sanitaires ou des structures, d'autres structures professionnelles. Ça peut aussi être une responsabilité individuelle. Par exemple, la responsabilité médicale dans le domaine de la santé. Le médecin est responsable de ça. Mais il n'est pas responsable de ça. Vous voyez ce que ça fait. Et le médecin-chef, il est responsable de ça. Mais telle chose se passe, il dit que non, je ne suis pas responsable de ça. Peut-être que je peux être responsable moral parce que tu es un de mes agents. Si c'est des réponses, c'est toi qui réponds. Vous voyez ce que ça fait. Moi, je me réponds parce que tu travailles sur mon scope ouvert. Et ça, c'est individuel. Ce n'est pas pénal. Il peut te répondre comme ça. Voilà. Maintenant, l'autre cas, c'est responsable parce que c'est le médecin ou l'agent de santé qui avait la main dans la passe. Donc, voilà ce qui se fait. La responsabilité singulière, la responsabilité éthique. Voilà. Maintenant, nous avons le stade de développement moral de Colbert. Colbert, c'est un grand éthicien médical qui a travaillé beaucoup sur l'éthique. Le stade 1. On a d'abord les stades, les niveaux et les motifs. Le stade 1, c'est préconventionnel. Son motif, c'est obéir pour éviter une punition. Souvent, l'agent n'agit pas en fonction de ce qu'il doit payer, agit pour éviter la punition. Il fuit la punition pourvu qu'on dise que je me désengage. Je ne sais pas si vous voyez. La personne se désengage complètement d'un fardeau pour échapper à la punition. C'est pourquoi on dit que c'est préconventionnel. Seulement, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable, effectivement. Ce n'est pas du tout responsable. Voilà. Tu dois être responsable et savoir assumer tes positions et tes prises de position. Surtout tes actes aussi. Il faut les assumer. Mais on fuit sous des arguments fallacieux pour fuir voilà, la punition. C'est pas responsable. Le 2, c'est aussi préconventionnel. Servir son propre intérêt. Par exemple, quelqu'un qui sert au fourrata de l'argent, lui, il n'a pas besoin de prendre les verdict, ni de déontologie. La finalité, c'est sa poche. C'est son intérêt qui est en jeu. Donc, si l'argent est en jeu, lui, il sert. Si l'argent n'est pas en jeu, par exemple, pour le demande qui dit, est-ce que tu as l'argent? Si tu as l'argent, tu peux. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vois pas. Donc, tu vois, non? Déjà, la qualité de la prestation, ce n'est pas son affaire. Et le degré de la gravité de la situation, ce n'est pas son affaire, mais c'est l'argent qui l'intéresse. Maintenant, vous allez trouver que celui qui a besoin de son service va lui demander, bon, oui, j'ai l'argent. Mais si c'est sûr que ça va marcher, oui, ça va marcher. Si j'ai l'argent, ça va marcher. Quand ce que je t'ai dit, le reste là, c'est mon problème. Tu vois, non? C'est pourquoi on dit que c'est préconventionnel. La personne en question sert son propre intérêt. C'est fini. Et puis, après, l'après, il dit, bon, c'est fini, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu l'as vu, non? Donc, c'est fini. Nous avons le stade 3, qui est conventionnel. La personne cherche à faire pour ne pas être rejetée par les autres. Souvent, tu as les yeux des collègues ou les yeux de la société. Il agit, c'est ce qu'on appelle le conformisme. Il agit pour être au même diapason que les autres, au risque de ne pas être rejeté. Par exemple,
et pour faire, par exemple, les petites injections. Supposons que tous les aides-soignants prennent 500 ou 200 francs. Exemple, toi, tu viens, tu dis que non, moi, je ne travaille pas de là. Tu vas voir que tu as un regard dédaigneux à ton encontre. Quand tu entres, tu vas voir les yeux braqués sur toi. Tu vas voir les bouches tordues. Tu te regardes. Donc, pour ne pas te réussir, toi aussi, tu vas dire non, comme les autres prennent, je vais prendre. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le fait de ne pas te résister. Ça veut dire que la personne ne comprend pas ce que c'est que l'éthique. Alors qu'on dit l'éthique. Oui, c'est ça, merci, c'est ça. C'est ça même, sous-budget. Donc, il pense que Nimi est repris au bidou. C'est ça même, sous-budget, c'est bien ça. Donc, c'est un truc déjà. Le 4, respecter les lois et les règles sociales. C'est le 4 qui est bon. Parce qu'ici, tu es en harmonie avec les lois, tu es en harmonie avec les règles sociales. Tu te réponds sur rien. Alors que dans le conformisme, tu peux être en contact avec les lois. Les autres font ça, tu le fais pour ne pas être irrésistible. C'est pas clair. C'est pas clair. D'autres même vont te dire, alors, nous faisons, si tu ne fais pas ça, alors tu quittes ici. Bon, tu as vu. Pour que toi, tu ne quittes pas, tu vas te conformer. Alors que ta conscience n'est même pas là. Tu le fais seulement pour faire plaisir aux autres. Tu vois que ta profession, ton service est en jeu. Ce n'est pas la peine. Maintenant, le 5, c'est le poste conventionnel. C'est-à-dire rechercher l'intérêt du plus grand nombre. Ça, surtout, ici, ce n'est pas, c'est-à-dire, la recherche du monde. Ce n'est pas la recherche du monde, mais c'est plutôt la recherche de la perfection. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont non seulement méthodiques, mais ils sont aussi appliqués. Toutes les choses qu'ils font, vraiment, ils sont appliqués. Ils font pour que leurs travaux soient vraiment appréciés. Donc, les gens qui sont dans cette dynamique-là, et ils n'écoutent personne, hein, ils travaillent avec leur propre conscience, que c'est-à-dire tout ce qu'ils font soit apprécié. Si ce n'est pas apprécié, alors ils sont vraiment génies de la vie. Vous allez trouver que ce n'est même pas dans le cadre, c'est même en dehors du cadre professionnel, tout ce qu'ils font, ils font ça de manière très. Ils sont appliqués. Ils sont cohérents dans ce qu'ils font. Et dans ça, vous allez trouver qu'il y a ce qu'on appelle la satisfaction du plus grand nombre. Et ça, c'est source de jalousie et source de conflit. Puisque ceux qui ne font pas bien vont se dresser contre vous. C'est ça. C'est ça. Vous allez trouver que maintenant, vous êtes tous des médecins généralistes dans les mêmes sociétés. Il y a plus de patients chez l'autre que chez toi. Ah, ça crée la jalousie. Parce que l'autre, la méthodique est appliquée, les prestations sont bonnes, les patients sont satisfaits. Voilà. Donc, tu vois. Donc, ici, c'est surtout la recherche du plus grand nombre. Et la personne se fait des pressions morales, sociales et même financières. Il fait tout pour être au top, chaque fois, pour être au top. Lui, il cherche vraiment à être non seulement performant et à satisfaire les gens. Que vraiment, pour sortir des gens, des patients, qu'ils soient satisfaits. Et tu vas voir, ce sont ces mêmes personnes qui recommandent la même personne à d'autres personnes. Tu vois, non? Donc, la personne est populaire de l'autre côté, mais tu vas voir qu'il n'est pas populaire de l'autre côté. Oui, c'est un couteau double tranchant. C'est le stade de développement. C'est pourquoi on dit la santé fait partie des disciplines dans le monde où le majeur de la promotion n'est pas forcément le meilleur dans la pratique. Puisque l'activité intellectuelle n'est pas forcément en rapport avec le quotidien. Tu vas trouver quelqu'un qui est majeur de la promotion, il termine, tu vas te trouver par exemple à l'OMS, il fait 5 ans là-bas, après il termine, tu lui donnes des petits chiffres.
Tu vois parce qu'il ne connaît pas, mais c'est parce qu'il n'a pas pratiqué. Il y a ça. Tu vas trouver quelqu'un qui avait juste les 12 roseaux pour passer, mais il va se trouver détesté dans un coin où il fait presque toutes les petites choses. Et toi, tu es là, dans le truc, en train de faire des trucs. Tu as vu, tu sais ce que ça fait. Donc, c'est ce qui fait que souvent, les pratiques intellectuelles ne riment pas forcément avec les pratiques quotidiennes. Voilà. Maintenant, le 6, c'est être en accord avec un principe éthique universel. Ici aussi, ce n'est pas trop intéressant. Parce que si toi, tu te conformes à l'éthique universelle, alors que et d'autres facteurs le contredisent, alors tu vas agir mal. Donc, voilà, s'il y a des questions. Comment prendre une décision qui implique des valeurs en opposition? Ni les lois, ni les normes ne peuvent répondre à cette question qui doit se faire. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, il y a des choses que tu dois faire dans le cadre quotidien, mais le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas propice. Souvent, tu as la volonté de faire telle ou telle chose, mais d'autres facteurs extérieurs peuvent te bloquer dans tes démarches. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on dit les lois ne peuvent pas répondre, les normes ne peuvent pas répondre. On va seulement standardiser. Maintenant, quelle intention éthique soignante? Ici, c'est une boutade qui provient de Emmanuel Kant, philosophe, mais c'est une boutade qui est pratiquée dans la médecine, surtout dans la relation patient et médecin. On agit de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre. Toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Est-ce que vous avez compris un peu cette boutade-là? C'est une pratique courante, une monnaie courante dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que, ici, la relation médecin ou prestataire et patient doit se résumer autour de l'humanité. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient avec une douleur n'est pas forcément conscient de ses paroles. Il n'est pas conscient de ses mouvements. Il n'est pas conscient de ses actes. Parce qu'on parle de, pas la morale, on parle de morale lorsqu'il fait allusion, c'est-à-dire à un état d'âme, à un état psychologique. Ça, c'est le moral. Quelqu'un qui souffre là, son état d'âme là, n'est pas comme quelqu'un qui ne souffre pas. Déjà, quelqu'un qui souffre là, il souffre dans son corps et il souffre dans son âme. Parce que l'âme et le corps, ce n'est pas les mêmes. Quelqu'un qui est malade, il souffre dans son corps et il souffre dans son âme. Le corps reflète la douleur, mais l'âme reflète la souffrance. Est-ce qu'on se voit? Alors, quelqu'un qui est dans cette situation, ce n'est pas forcé qu'il agisse avec lucidité. Souvent, tu poses la question, tu poses beaucoup de questions, tu ne peux pas te répondre, tu ne réponds pas. Donc, il y a tous ces trucs-là. Donc, ce qui fait qu'on dit ici que tu dois agir de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien
dans ta personne. C'est-à-dire tu te mets à la place de la personne. C'est comme si tu le décharges de ton fardeau. Tu fais semblant comme si ce n'est pas lui qui souffre, mais c'est toi qui souffres. Et dans ce cas, la communication peut passer. Mais si tu parles avec la personne comme si c'est une personne qui est normale, qui joue de toutes ses facultés, qui n'a pas de douleur, qui ne crée pas de douleur, ben, c'est toi qui vas faire un mauvais service. Professeur, oui, on peut dire que c'est l'empathie. C'est ça, c'est même dedans. On va venir dans tout ça. Ok. L'empathie, c'est dans les diapos. Donc, ça c'est un. De deux, on ne doit pas servir comme un moyen. Non. Parce que peut-être que d'autres, au cours des conversations, au cours du dialogue, peuvent profiter de cette situation. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dites, pour tirer un autre intérêt, par exemple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, quelqu'un qui vient, vous le connaissez, vous êtes son médecin. Vous savez qu'il a un carnet d'adresse riche. Au cours de la conversation, la personne peut profiter pour tisser des relations avec vous. C'est-à-dire chercher des carnets, profiter de son carnet d'adresse pour ses propres intérêts. Est-ce que vous me souvenez un peu? D'autres, par exemple, voilà. Par exemple, chez d'autres, c'est quoi? Ils peuvent tisser, par exemple, une fille qui a très bien construit. Alors, d'autres peuvent même profiter de tisser des relations avec elle. Là, si vous voyez, ça, c'est-à-dire les moyens et de fin. Alors que ici, la pratique soignante, on dit, c'est de traiter l'humanité alors comme tu la traites comme pour toi. C'est-à-dire que tu te mets dans la posture de la personne. Comme si tu fais semblant comme si c'est toi-même qui souffre. Maintenant, les autres trucs là, après la guérison, là, ça peut venir. C'est ça? Ouais, mon patient, ça va, ça va faire. Ah, je voulais chercher l'autre truc là. Oui, ah, ok. Mon passeport là, donc ça peut venir après. Mais au cours de ça, tu ne dois pas le faire. C'est comme si toi, tu profites de la faiblesse du patient et tu profites de ta posture de sécurité. Mais bien sûr, c'est ça. Oui, parce que tu sais que tu n'as pas l'occasion. Ah, de la le voir. malveillance. Voilà, c'est la malveillance. Voilà. Alors qu'en ayant une bonne posture avec la personne, s'il est guéri, si la personne est guérie, après, tu peux l'appeler et lui demander un service, il va te rendre service. Parce qu'il est guéri, il est satisfait. Voilà. Mais, ouais, mais professeur, c'est la même chose, non? Que la personne soit malade ou guérie, là. Ah. C'est toujours la même chose parce que la personne guérie, elle peut penser que je vais tomber malade. Je pourrais tomber malade au futur. Et c'est la même chose, hein, professeur. Non, c'est pas. Non. Vous n'avez pas compris. Oh. Je disais. Oui. Par exemple, quelqu'un qui est malade qui vient, et vous savez qu'il a, par exemple, un rang professionnel assez élevé. Vous n'avez pas accès, vous le voyez maintenant directement, vous commencez, c'est-à-dire à faire l'introduction de votre problème que vous voulez, c'est-à-dire résoudre dans les gens. Ça ne tient pas. Ou bien, par exemple, vous pouvez... oui, j'ai compris. Maintenant, quand la personne est guérie, si la personne est guérie, vous pouvez l'appeler, il n'y a pas de problème. Dire que bon, maintenant, monsieur, ça va, je voudrais faire ça, je voulais faire ça. Ça peut marcher, mais vous dites, bon, après votre guérison, j'aurais besoin de vous dans quel domaine. Vous pouvez introduire. Il va dire non, il n'y a pas de problème, prenez mon contact. Le contact est déjà établi. Mais si vous profitez de la faiblesse du malade et maintenant vous profitez de votre statut, vous êtes en position de contact avec le médecin et il a besoin de vous, vous êtes incontournable et vous essayez de jouer les cartes, ça ne marche pas sur le plan éthique, ça ne marche pas. C'est pas bon, c'est déconseillé. Oui, professeur, je suis d'accord. Voilà. Parce qu'il y a un article, c'est pas de l'ordre de française qui disent que oui.
on ne devrait pas être médecin et une patiente, par exemple, qui est vraiment condamnée par le code français. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la personne est guérie, vous ne devrez pas, logiquement, vous ne devez pas continuer à essayer de profiter de la personne. C'est ça, oui, professeur. Je ne sais pas si j'ai compris. Oui, mais ici, sur le plan éthique, ce qui est interdit, c'est-à-dire profiter de ta posture et de, voilà, entrer dans l'autre coin. Et de la faiblesse de l'autre. Si la personne est libre, hein, elle devient une personne normale. Oui, elle n'est plus faible. Voilà, ce n'est plus impatient. Par exemple, supposons par exemple que c'est un homme qui fait d'autres activités. Vous vous êtes lancé dans ce truc-là. Ben, ça marche, ce n'est pas un problème. Vous pouvez l'envoyer un email pour dire que vous voulez faire ça. Si ce n'est pas de la corruption, ce n'est pas interdit par la loi. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, si c'est son travail et qu'il le fait, ce n'est pas un problème. Lui aussi, il peut garder la relation s'il est guéri, s'il a aussi une autre connaissance qui s'ouvre. Il peut directement donner votre contact à la personne. Ça revient à la même chose, non? Maintenant, quelle intention éthique soignante? Respect de la personne. Dans l'éthique soignante, il faut respecter la personne. Ce qu'on appelle en latin respectus. On se tourne pour regarder derrière soi. C'est-à-dire, on se ramollit pour être en dessous de la personne qui est en face de nous. C'est ce que ça veut dire. Le respect est ici incontournable. Le second, un devoir de relation à l'autre qui concerne l'humanité entière. C'est de considérer la personne comme une personne, un de nous. Il est comme moi, il est malade. La maladie est un phénomène biologique. Si tu vis, tu vas tomber malade. Moi, je suis médecin, mais moi aussi, je peux tomber malade. Donc, c'est un truc de ce genre. Tu dois comprendre que c'est une personne et que ce n'est pas diabolique. Et le 3, ça, c'est vraiment le raisonnement kantien. L'homme est un être de raison qui agit en fonction de la loi morale. C'est-à-dire ici, on doit agir de manière rationnelle tout en restant dans la morale. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, l'intention éthique et recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Dans toutes les institutions, y compris les institutions sanitaires, c'est pour le cœur, pour le cœur. L'éthique a une intention qui aboutit à la recherche de la vie bonne, une vie bonne, avec et pour autrui dans les institutions justes. Toutes les institutions doivent être justes. C'est-à-dire juste au sens que on doit, c'est-à-dire donner les de personnes de qualité à toutes les personnes. Par exemple, on ne doit pas avoir ce qu'on appelle une vision ethniciste. Par exemple, au Mali, ici, il y a 2 ethnies, 3 ethnies quand même qui ont cette entre guillemets connotation ethniciste, les Sarakoulés, les Soraï et les Tamaché. Les gens disent que partout où tu vas, si tu les trouves, alors voilà, non seulement ils sont ensemble, mais aussi ils apportent des privilèges aux leurs, mais aux siens. Voilà. Donc, les institutions doivent être justes. Ceux qui sont dedans doivent jouer dans ce domaine-là. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de patients, tu es Sarakoulé, tu vas être non, là, il vient. Ça veut dire qu'il est un de toi, tu lui as donné une priorité par rapport aux autres, ce n'est pas bon. Mais dans l'éthique, on accorde une certaine importance
à d'autres types de personnes, telles que par exemple les vieilles personnes. Les vieilles personnes, il y a aussi les urgents aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle les handicapés. Voilà ces trois types. Ceux qui sont en instance d'urgence, ceux qui sont vieux et ceux qui sont handicapés. Mais en dehors de cela, tu n'as pas dit non, ça c'est de la belle famille, il est de ci, c'est là. Non. Ça doit être juste. C'est ça. Maintenant, le triangle éthique. Au sommet, on a vivre une vie bonne pour tout le monde. Et au sommet, on a des institutions justes. À l'autre côté, on a avec et pour autrui, on agit avec les autres. On ne peut pas agir seul. Et au milieu, on a la relation, le soin et le rapport. Donc, ça, c'est le triangle éthique. Donc, toutes les décisions éthiques que vous devez prendre, vous devez voir ces trois côtés, plus le milieu. Est-ce que ça a une finalité bonne? Est-ce que c'est juste? Est-ce que la relation avec autrui est bonne? Est-ce qu'il y a tous ces éléments? Allô, professeur? Oui. Ah, ok. On ne vous recevait pas là. Ah, d'accord. Oui. On est à moins 6, 7. C'est bon, il n'y a pas de questions? C'est bon. C'est bon. D'accord. Maintenant, quelle posture soignante? L'éthique est la question de notre attitude face à nous-mêmes, aux autres et au monde. Donc, voilà, c'est toi. L'attitude face à nous-mêmes, aux autres et au monde. C'est trois critères. Face à nous, aux autres et au monde. Donc, c'est comme un triangle. Le sommet, c'est nous-mêmes, l'autre bout, c'est les autres et l'autre bout, c'est le monde. Donc, la démarche éthique s'inscrit dans ces trois axes. Il faut se faire souvent des pressions pour pouvoir prendre certaines décisions. Pour pouvoir prendre certaines décisions, il faut se faire des pressions. Sans ça, alors, vous ne pouvez pas le faire. Souvent, les gens disent que la nuit porte conseil. Il faut passer. La nuit, on va demander à madame, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais peut-être que madame peut t'induire dans l'erreur. C'est pourquoi certaines décisions sont très rudes. Et un responsable, quand tu prends une décision, il faut t'assumer. Il faut t'assumer. C'est pourquoi sur le plan éthique, avant de prendre n'importe quelle décision, il faut réfléchir. Parce que si tu ne réfléchis pas et que tu prends une décision, alors après, c'est la honte. C'est la honte qui est là. On a la sollicitude. La sollicitude, on a, c'est-à-dire le fait de ne pas inquiéter, le fait de ne pas, c'est-à-dire, comment on appelle ça, porter atteinte bien, le fait de ne pas blesser quelqu'un. On crée une certaine distance entre la personne et l'autre. Depuis là-bas, le vocable, les vocables, l'élégance vocale que vous utilisez met la personne à l'aise en face. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, le patient qui a pas de vous causer avec vous, chaque fois que vous le voyez, c'est la sollicitude. La personne vraiment, il va se sentir respectée. Monsieur, est-ce que vous savez que chez nous, ici, on fait comme ça? Monsieur, est-ce que vous souffrez de ça? Donc, vous voyez, c'est la sollicitude. Mais je voudrais vous solliciter pour ça, pour ça, pour ça, ainsi de suite. C'est la sollicitude. C'est les actes de bienveillance.
On a ça. On a aussi le rapport au respect. Quelle attitude face aux autres du monde? Attitude, vous devez prendre face aux autres du monde. Donc, dans ça, il y a aussi des postures. Je voudrais, je vous suggère. Donc, ces postures sont assez élégantes. Et ça met... Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les tutoie quand vous n'avez pas fait cette remarque-là. Il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, en tout cas, chez certaines personnes, si vous les tutoyez, vous connaissez. Si vous me connaissez, vous me tutoyez comment ça? Vous voyez, non? Parce que d'autres pensent que le fait de les tutoyer, ça crée un sentiment de familiarité entre eux et eux. Quelqu'un avec qui vous n'êtes pas familier, si vous le tutoyez, c'est pas bon. D'autres se sentent vraiment agressés, même verbalement. Mais moi, quand même, ça me fait penser. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Un autre rapport au respect. On a la capacité de préférence. Ce que vous préférez, ce n'est pas forcément ce que les autres préfèrent. Il faut respecter le choix des autres. Quelqu'un va vous dire qu'il n'aime pas prendre des comprimés. Et vous aimez prescrire des comprimés. Ça colle pas? Voilà. Quelqu'un ne veut pas marcher à pied. Vous lui dites de faire chaque jour des marches. Donc, la préférence aussi, dans la démarche éthique, est très, très importante. Ne faites pas tout le temps ce que vous préférez et ce que les autres préfèrent. Ça, c'est la visée de l'intérêt personnel. Nous avons la capacité de reconnaissance aussi. C'est pourquoi, dans la vie, vous avez deux types de personnes. S'ils font bien leurs travaux, c'est les personnes les plus heureuses. Et s'ils font mal, c'est les personnes qui vont finir mal. Vous avez les enseignants et les médecins, les agents de santé. Un enseignant qui enseigne bien, s'il l'élève réussit là, il vous sert à reconnaissance. Mais un prestataire aussi, si vous soignez quelqu'un et que la personne s'acquitte là, partout où vous voyez, c'est la reconnaissance. D'autres même vous récompensent. Mais s'il n'est pas satisfait là, il va vous dire partout que vous connaissez. C'est ça. Donc, tu as mis, ça c'est la reconnaissance. Donc, il s'agit d'être bienveillant tout en permettant à autrui de rester lui-même. C'est-à-dire, la personne, vous le mettez dans un système de bienveillance tout en restant lui-même, où il se sent à l'aise. La personne, il se sent honoré, respecté, voilà, et il est à l'aise. Vous savez que même des anciens médicaux, ils vont souvent dans les tests. Les gens continuent de les appeler monsieur le ministre. C'est un respect, alors qu'il n'est pas en activité. Voilà. Ah, vous voulez venir enseigner au CCRF? On les dit, monsieur le ministre, alors ils ne doivent pas venir sur nous plus. Donc, c'est un truc de respect. La relation à l'autre prend la forme du soin, demande de reconnaissance mutuelle. Le proche n'est pas celui qui se trouve proche, mais celui sont en celui à qui on se rapproche. Mais après, on va continuer.
Donc, le proche n'est pas celui qui se trouve proche, mais celui à qui on se rapproche, que l'on reconnaît comme tel. C'est ça. Donc, le proche, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre famille, voilà, qui est dans nos, c'est pas ça. Celui à qui on se rapproche devient forcément proche. Donc, quand est-ce que les questions éthiques se posent? 1. Oui. Professeur? Oui. Oui. Connexion un peu. Il est 19h. On peut s'arrêter ici et on continue de voir. Puis après les mots, après la séance, si la semaine prochaine on n'a pas terminé avec ça, je dirais. Voilà. Oui, j'ai compris, professeur. Oui, oui. D'accord. Merci, professeur. Merci. À la prochaine, Jean. À la prochaine, merci bien. Ok, merci, professeur. Merci, merci. Merci, professeur. Merci, merci. Bonne soirée. Merci.